mon nom est Antoine, et j'ai appris à mes dépens que parfois, la personne qui dort à côté de vous planifie déjà sa sortie alors que vous essayez encore de sauver le mariage. J'étais marié à Camille depuis 8 ans quand j'ai commencé à remarquer la distance. 8 années qui avaient commencé par un amour et un partenariat sincère, mais qui s'étaient progressivement transformés en quelque chose de creux et de transactionnel. Je possédais une petite entreprise de fabrication à Lyon, en France. Nous fabriquions des pièces métalliques sur mesure pour des entreprises de construction et des designers. Camille travaillait dans le marketing d'entreprise pour une multinationale en centre-ville. C'est un emploi stable de col blanc qui complète ma prise de risque entrepreneuriale. Quand nous nous sommes mariés, nous semblions former une bonne équipe. Sa stabilité équilibrait mes projets d'affaires. Nous contribuions tous les deux financièrement. Nous construisions tous les deux un avenir commun. Vers la 6e année de mariage, les choses ont progressivement changé. Le changement a été suffisamment graduel pour que je ne le remarque pas en temps réel. Les conversations sont devenues plus axées sur la logistique que sur la connexion. Qui s'occupait de quelle facture? Devions-nous appeler le plombier, quand la fête de fin d'année de son entreprise était-elle prévue? Des échanges superficiels qui assuraient le bon fonctionnement du foyer mais ne nécessitaient aucune véritable intimité. Notre relation physique s'est détériorée en parallèle. Ce qui avait été naturel et fréquent est devenu plus protocolaire. Elle était fatiguée, stressée ou tout simplement pas d'humeur. J'étais épuisé par le travail. Nous sommes passés de plusieurs fois par semaine à peut-être 2 fois par mois, puis à rarement. À la 7e année, nous étions essentiellement des colocataires qui partageaient un nom de famille et une hypothèque. Je l'ai remarqué et cela m'inquiétait. J'ai essayé occasionnellement d'aborder le sujet en suggérant des soirées en amoureux ou des week-ends d'escapade. Elle acceptait sans grand enthousiasme. Nous faisions semblant, mais rien ne changeait. Plusieurs mois après notre 8e anniversaire, les choses se sont nettement dégradées. Camille a commencé à insister sur le fait qu'elle avait besoin d'espace. Elle passait des week-ends entiers chez sa sœur Sophie, de l'autre côté de la ville, prétextant avoir besoin de clarté mentale et de temps loin de notre routine. Elle rentrait le dimanche soir et agissait comme s'il était parfaitement normal que des époux passent régulièrement leur week-end séparément. J'ai essayé d'être compréhensif, malgré ce que me disait mon instinct. Je supposais qu'elle traversait peut-être une période difficile ou gérait un stress que je ne comprenais pas entièrement, mais elle était censée me dire si quelque chose n'allait pas. Je sais que les relations traversent des moments difficiles. Nous devions juste surmonter cette phase. Notre 9e anniversaire approchait. J'ai pensé que faire un effort pour cette occasion pourrait aider à raviver quelque chose. J'ai prévu de faire quelque chose de spécial, de lui montrer que j'étais attentif et que je voulais renouer le contact. J'ai contacté la sœur de ma femme, Sophie, pour des suggestions. Je lui ai demandé ce qui pourrait plaire à Camille, des recommandations de restaurants, des idées de cadeaux. Sophie a été serviable. Elle m'a donné quelques conseils sur les restaurants, a suggéré des bijoux et un forfait spa pour le week-end. J'ai fait des réservations au restaurant, acheté un collier coûteux que Camille avait mentionné vouloir des mois plus tôt, et j'ai essayé de créer une soirée romantique qui pourrait briser la distance entre nous, ou du moins raviver quelque chose en elle. Le dîner d'anniversaire n'a pas été ce que j'attendais. Camille a accepté le cadeau avec des remerciements polis, a souri aux moments opportuns pendant le dîner, mais son esprit était clairement ailleurs. Nous avons eu des conversations banales le reste de la soirée. L'étincelle n'est pas revenue. Si quoi que ce soit, la soirée a simplement souligné à quel point nous nous étions éloignés. Après cette tentative ratée, j'ai décidé de chercher de l'aide professionnelle. J'aimais sincèrement Camille, ou j'aimais ce que nous avions été ensemble, et je ne voulais pas abandonner sans avoir tout essayé. J'ai trouvé un conseiller conjugal qui avait de bonnes critiques. J'ai pris rendez-vous seul, car Camille avait refusé de m'accompagner, affirmant qu'elle ne pensait pas que nous avions besoin de thérapie. Je me suis assis dans le bureau du conseiller et j'ai expliqué la situation, la distance émotionnelle, le besoin constant d'espace de Camille, la chambre à coucher morte, le sentiment que ma femme était physiquement présente mais émotionnellement absente de notre mariage. Le conseiller a écouté attentivement tout ce que j'ai décrit. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux quelques secondes avant de parler. Parce que j'avais demandé la vérité brute sur ce qu'il pensait, il m'a dit que, d'après ses 20 ans d'expérience avec les mariages en difficulté, le schéma que je décrivais suggérait fortement que Camille avait une liaison. Le retrait émotionnel, le besoin d'espace, les week-ends d'absence, la perte totale d'intimité physique.
Tous les signes classiques d'un conjoint qui s'est investi émotionnellement ailleurs. Il a ajouté quelque chose qui m'a durement frappé. Camille planifiait peut-être déjà sa sortie du mariage. La déconnexion émotionnelle complète précédait souvent le départ de quelqu'un une fois qu'il avait réglé ses affaires. Je suis resté assis là, à digérer cette information. Mon premier instinct a été de la rejeter. Camille ne tromperait pas. Nous avions fait des vœux. Nous avions construit une vie ensemble. Les gens n'ont pas simplement des liaisons sans signe évident. Le conseiller a dû voir le déni sur mon visage. Il m'a encouragé doucement mais fermement à vérifier avant de prendre des décisions. Il a suggéré d'engager un détective privé. Il avait vu trop de clients ignorer des signes évidents pour être ensuite pris au dépourvu. J'ai quitté son bureau dans un état second. J'ai conduit jusqu'à la maison en essayant de réconcilier la femme que j'avais épousée avec la possibilité qu'elle trahisse notre mariage. J'ai passé quelques jours dans le déni avant d'accepter finalement que je devais connaître la vérité. J'ai trouvé une agence de détective privée avec de solides références. J'ai rencontré un enquêteur qui m'a expliqué comment fonctionnait la surveillance, quelles preuves il pouvait recueillir et ce que cela me coûterait. Cher, mais ça en valait la peine si cela m'évitait de foncer tête baissée dans un désastre. Je l'ai engagé pour suivre Camille, surveiller ses déplacements les week-ends où elle prétendait être chez Sophie. Documenter qui elle rencontrait, où elle allait. Au cours des semaines suivantes, pendant que Jean travaillait en arrière-plan, j'ai continué à essayer de sauver mon mariage. J'ai tenté d'engager des conversations avec Camille sur la distance qui s'était installée entre nous. J'ai de nouveau suggéré une thérapie. J'ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire différemment pour l'aider à se sentir plus heureuse. Elle était constamment dédaigneuse. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle essayait juste de se trouver. Elle prétendait avoir besoin d'espace pour comprendre ce qu'elle voulait. Elle a clairement fait savoir que mes efforts pour me connecter ressemblaient à une pression qu'elle ne voulait pas. Alors, je me suis retiré, j'ai cessé d'insister, je me suis concentré sur mon entreprise et je lui ai donné l'espace qu'elle prétendait vouloir, tout en me sentant de plus en plus mal à propos de la direction que prenait notre mariage. J'ai aussi commencé à prêter plus d'attention à nos finances. J'ai vérifié notre compte bancaire commun régulièrement. J'ai remarqué quelque chose que j'avais négligé auparavant. De petits transferts de notre compte commun vers un compte que je ne reconnaissais pas. Quelques centaines d'euros par-ci, un millier par-là. Pas d'énormes montants individuellement, mais ils s'additionnaient sur plusieurs mois. En traçant le numéro de compte, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un nouveau compte que Camille avait ouvert à son seul nom environ 6 mois plus tôt, un compte dont je ne connaissais pas l'existence. Elle déplaçait discrètement de l'argent de nos finances communes vers son compte privé. Cette prise de conscience, combinée à la déclaration du conseiller, a tout mis en place. Camille n'était pas seulement émotionnellement détachée. Elle se préparait activement à partir. Après 4 semaines, l'enquêteur m'a envoyé des photos et des vidéos. Camille avait menti sur le fait de rester chez Sophie plusieurs week-ends. Elle était en fait dans un hôtel du centre-ville pour rencontrer un homme, quelqu'un qui travaillait dans la même entreprise que Camille. Les photos montraient toutes les preuves nécessaires pour prouver une liaison qui durait manifestement depuis un certain temps. L'enquêteur a expliqué qu'il choisissait des endroits où il pensait que personne qui les connaissait ne les verrait. En regardant toutes ces preuves, j'ai eu la certitude que mon mariage était terminé. J'ai remercié l'enquêteur, payé sa facture finale et conservé toute la documentation qu'il m'avait envoyée. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas confronter Camille directement. La confrontation ne mènerait à rien de significatif. Elle savait ce qu'elle faisait. Je ne voulais pas de dénégation, de gaslighting ou de manipulation. Elle aurait prétendu que les photos étaient mal interprétées ou sorties de leur contexte. Cela lui aurait donné le temps de mieux se positionner pour le divorce que je savais maintenant probable. Elle est probablement encore là parce que je suis gentil avec elle. J'ai décidé de me protéger, de me préparer à ce qui était inévitable. Le lendemain, j'ai rencontré mon avocat, qui est aussi un ami proche. C'est quelqu'un qui m'avait aidé avec des contrats d'affaires et qui connaît bien ma situation financière. Je lui ai demandé ce qu'il pensait qu'il arriverait si ma femme de nombreuses années prévoyait de demander le divorce. Mon avocat a cru que c'était une de mes questions hypothétiques. Alors, il en a ri. Quand je lui ai dit que c'était une situation sérieuse, il est devenu direct. La France a un régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts, ce qui signifie qu'en cas de divorce, les biens acquis pendant le mariage sont partagés à 50-50e.
Mon entreprise avait considérablement grandi pendant nos 8 années de mariage. Camille pouvait réclamer la moitié de sa valeur. Notre maison, nos économies communes, tout serait divisé. De plus, nous étions mariés depuis plus de 9 ans et approchions du cap des 10 ans. En France, plus la durée du mariage est longue, en particulier au-delà de 10 ans, plus une prestation compensatoire devient probable et substantielle. Si Camille attendait que nous passions ce cap pour déposer sa demande, elle pourrait potentiellement avoir droit à une compensation importante. Il m'a semblé logique que le timing de sa liaison, le compte bancaire secret, le retrait émotionnel tout en maintenant le mariage, tout suggérait qu'elle se positionnait pour un bénéfice maximal dans un divorce. Mon avocat m'a demandé ce que je voulais faire, si je voulais déposer la demande en premier pour qu'il puisse contacter un avocat spécialisé en divorce, puis essayer de la devancer. J'y ai réfléchi. Déposer la demande en premier me donnerait un avantage stratégique, mais accélérerait tout. Camille se démènerait, le divorce serait contentieux, et nous nous battrions pour chaque bien. Au lieu de cela, j'ai demandé à mon avocat de m'aider à protéger ce que je pouvais légalement avant qu'elle ne dépose sa demande. Nous avons passé plusieurs semaines à élaborer une stratégie. L'objectif était de restructurer mes actifs de manière totalement légale et transparente, mais qui les retirerait de la classification immédiate des biens matrimoniaux. Premièrement, nous avons créé une fiducie d'entreprise, transféré la propriété de mon entreprise de fabrication dans la fiducie avec moi comme bénéficiaire. La valeur de l'entreprise serait protégée d'un règlement de divorce immédiat puisqu'elle était maintenant détenue en fiducie plutôt qu'à titre personnel. Nous avons tout documenté méticuleusement, déposé tous les documents appropriés auprès des autorités compétentes, nous sommes assurés que chaque étape était légale et défendable si elle était contestée devant un tribunal. Ensuite, j'ai déplacé mes économies personnelles du compte joint vers un compte à mon nom lié à la fiducie d'entreprise. J'ai cessé de déposer les bénéfices de l'entreprise sur notre compte joint. À la place, je n'ai déposé que ce qui était nécessaire pour les factures du ménage et les dépenses de base. Mon avocat a tout structuré pour que ce soit à l'épreuve des audits. Nous ne cachions pas d'actifs ni ne commettions de fraude. Nous réorganisions légalement avant qu'un divorce ne soit demandé. Les tribunaux ne pouvaient généralement pas vous forcer à annuler une restructuration financière légale effectuée avant la séparation. L'ensemble du processus a pris plusieurs mois. Pendant ce temps, j'ai maintenu des apparences normales à la maison. J'ai continué la routine de colocation avec Camille. Je n'ai pas laissé transparaître que je connaissais sa liaison ou que je me préparais à la fin de notre mariage. Environ 3 mois après le début du processus de protection des actifs, Camille a remarqué que moins d'argent circulait sur notre compte joint. Elle m'a approché un soir alors que je préparais le dîner. Elle m'a demandé pourquoi les dépôts avaient considérablement diminué. J'ai expliqué calmement que je restructurais la manière dont l'argent de l'entreprise circulait à des fins fiscales. Je n'ai pas donné plus d'explications et elle a semblé accepter cette explication sans creuser davantage. Elle ne voulait probablement pas montrer trop d'intérêt pour les finances de mon entreprise étant donné ce qu'elle planifiait. La restructuration a été achevée environ 8 mois après que j'ai découvert la liaison de ma femme. Tous mes principaux actifs étaient légalement protégés autant que possible. Puis j'ai attendu. Les mois ont passé alors que nous approchions de notre 10e anniversaire. À ce stade, nous vivions complètement comme des colocataires. Chambres séparées la plupart des nuits, conversations minimales, aucune prétention de mariage réel. Je m'attendais à ce que Camille dépose sa demande. J'attendais le jour où je recevrais les papiers, mais elle ne l'a pas fait. Nous avons passé notre 10e anniversaire sans commentaire. J'ai réalisé ce qu'elle faisait. Elle attendait délibérément. Nous laisser passer le cap des 10 ans renforcerait sa position pour la prestation compensatoire. Plus nous restions mariés au-delà de 10 ans, meilleur serait son dossier. Je suis resté patient, la laissant jouer son jeu. Puis, 2 semaines après notre 10e anniversaire, elle a agi. Je suis rentré du travail pour trouver Camille qui attendait dans le salon. Elle avait une enveloppe manie dans les mains et une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'a tendu l'enveloppe sans préambule. Des papiers de divorce. Elle demandait le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Elle m'a dit qu'elle avait déjà déménagé la plupart de ses affaires personnelles. Elle resterait temporairement chez Sophie pendant que tout se réglerait. Son ton était froid et détaché, comme si elle menait une transaction commerciale plutôt que de mettre fin à un mariage autrefois heureux. Elle a expliqué que son avocat me contacterait pour la suite des communications, qu'elle s'attendait à ce que cela soit géré équitablement et rapidement. La suffisance dans sa voix était indubitable.
Elle croyait clairement avoir tout synchronisé parfaitement, déposé sa demande après 10 ans, s'être positionnée pour une prestation compensatoire substantielle, et supposait qu'elle repartirait avec la moitié de tout. Son avocat lui avait probablement dit que ce serait simple, que je ne le verrais pas venir et que je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit avant le début de la phase de communication des pièces. Elle avait attendu des années, maintenant un mariage mort tout en ayant sa liaison et en se préparant financièrement. Maintenant, elle appuyait enfin sur la gâchette, confiante de sortir gagnante. J'ai regardé les papiers, je les regardais, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'une froide satisfaction d'avoir eu 3 longueurs d'avance tout le temps. Je lui ai dit que mon avocat la contacterait, que j'espérais que nous pourrions gérer cela avec maturité. Elle a hoché la tête et est partie, sortant de notre maison pour la dernière fois. J'ai immédiatement appelé mon avocat, je lui ai dit que les papiers nous avaient été signifiés. Il s'y attendait. Le processus de divorce est entré dans la phase de communication des pièces. L'avocat de Camille a demandé la documentation de tous nos actifs financiers. Gérard a tout fourni. Mais ce que l'avocat de Camille a trouvé n'était pas ce à quoi il s'attendait. Mon entreprise était détenue en fiducie, restructurée environ 1 an avant la demande de divorce. Mes économies personnelles se trouvaient sur des comptes liés à cette fiducie. La maison était à mon nom depuis avant notre mariage avec des documents montrant que je l'avais achetée avant notre rencontre. Notre seul bien commun significatif était le compte chèque joint qui avait un solde minimal parce que je n'y déposais que l'argent des dépenses ménagères depuis des mois. J'avais suivi toutes les exigences légales en faisant tout cela. L'avocat de Camille a tenté de soutenir que la restructuration avait été faite en prévision du divorce et devrait être annulée. Mais mon avocat a répliqué avec des preuves que j'avais consulté mon avocat d'affaires sur la planification fiscale bien avant toute demande de divorce. Il avait des documents sur les raisons commerciales légitimes de la structure en fiducie. Plus important encore, mon avocat a présenté toutes les preuves de la liaison de Camille et de l'argent qu'elle avait détourné de nos fonds communs. Il a soutenu que sa liaison avait détruit le mariage. Qu'elle avait activement planifié sa sortie tout en me trompant pendant des années. Qu'elle avait stratégiquement attendu notre 10e anniversaire pour maximiser sa demande de prestations compensatoires. Selon la loi française, la faute, comme l'adultère, peut influencer l'attribution de dommages et intérêts et est prise en compte par les juges. Combiné avec des preuves de mauvaise conduite financière, le dossier de Camille semblait beaucoup plus faible qu'elle ne l'avait prévu. Mon avocat a également plaidé la dissipation des biens matrimoniaux, que Camille avait secrètement retiré des milliers d'euros de notre compte joint pour sa liaison. Ces dépenses avaient épuisé les biens matrimoniaux pour son bénéfice personnel. Environ 4 mois après le début de la procédure de divorce, après plusieurs séances de médiation et des échanges de pièces, l'avocat de Camille a apparemment eu une conversation décisive avec elle. Son équipe juridique a réalisé que l'affaire ne se déroulait pas comme prévu. La plupart de mes actifs importants étaient légalement protégés. Ils avaient des preuves de sa liaison et de sa mauvaise conduite financière. Sa demande de prestations compensatoires substantielles était minée par sa faute et le fait qu'elle avait un bon revenu. Elle pourrait repartir avec un règlement modeste, mais rien de comparable à la manne qu'elle avait anticipée. C'est à ce moment-là que le comportement de Camille a complètement changé. Elle a commencé à m'envoyer des SMS. Des messages disant qu'elle avait été hâtive en déposant sa demande, que nous étions peut-être allés trop vite, qu'elle pensait que nous pouvions encore arranger notre mariage si nous essayions. Elle s'est présentée à la maison un soir, prétendant devoir récupérer quelque chose qu'elle avait oublié. Elle s'est attardée, agissant de manière pleine de remords et vulnérable. Elle a suggéré que nous allions dîner un de ces jours pour en discuter. Je suis resté distant mais poli. Je n'ai pas cédé à sa manipulation émotionnelle, je n'ai pas discuté, ni ne me suis mis en colère. Je lui ai dit que mon avocat s'occupait de tout et que nous devrions communiquer par les voies légales. Ces tentatives de réconciliation se sont intensifiées au cours des semaines suivantes. Une fois, elle a même suggéré une thérapie de couple, la même thérapie qu'elle avait refusé de suivre lorsque je l'avais suggéré 1 an plus tôt. Ce qui se passait était transparent. Ce n'était pas de l'amour ou un remords sincère. C'était de la limitation de dégâts. Elle avait réalisé qu'elle était en train de perdre le divorce et essayait de retarder ou d'inverser le processus. Elle a essayé de retarder la procédure, a demandé à son avocat de reporter, de demander plus de temps, espérant clairement que je pourrais reconsidérer, ou qu'elle pourrait trouver un angle juridique pour contester la protection des actifs. Je n'ai répondu émotionnellement à rien de tout cela. Nous avons accepté la médiation comme mon avocat l'avait conseillé, mais seulement pour finaliser les choses efficacement. La séance de médiation était tendue.
Camille, son avocat, mon avocat et moi, assis autour d'une table de conférence dans un bureau neutre. L'avocat de Camille a tenté une dernière fois de soutenir que ma restructuration d'actifs était frauduleuse. Mon avocat a calmement présenté toute notre documentation, montrant des objectifs commerciaux légitimes et des procédures légales appropriées. Camille elle-même a essayé de m'interpeller directement. Elle a mentionné nos années ensemble, les bons moments que nous avions eus, comment elle avait fait des erreurs, mais qu'elle avait prévu de travailler sur les choses. J'ai écouté sans expression. Quand elle a fini, mon avocat a parlé. Il a réitéré que nous étions là pour finaliser le divorce, pas pour revisiter le mariage. Nous sommes parvenus à un accord. Camille recevrait des milliers d'euros représentant sa part de nos économies communes accumulées avant la restructuration. Elle recevrait une pension alimentaire de 1 800 € par mois pendant 1 an. Elle garderait sa voiture et ses biens personnels, aucune prestation compensatoire à long terme ni aucune réclamation sur les futurs bénéfices de l'entreprise, bien moins que la moitié de ce que j'avais accumulé pendant notre mariage, mais légal, défendable et définitif. Camille a signé à contre-cœur. Son avocat lui a probablement conseillé que se battre davantage coûterait plus cher en frais juridiques qu'elle ne récupérerait. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard. 10 ans de mariage se sont terminés avec la signature d'un juge sur des papiers. Par des connaissances communes, j'ai entendu dire qu'elle jouait la victime publiquement. Elle a dit à quiconque voulait l'entendre que je l'avais ruinée, que j'avais caché des actifs et manipulé le divorce pour la laisser sans rien. Elle s'est dépeinte comme une épouse lésée plutôt que de reconnaître sa liaison ou son plan calculé pour maximiser son gain. Je n'ai pas réagi à tout cela. Sans le stress d'un mariage en échec et la distraction de la procédure de divorce, je pouvais me concentrer pleinement sur l'entreprise. En y repensant, je comprends plusieurs choses clairement. J'ai appris que parfois, la personne à côté de vous planifie déjà sa sortie alors que vous vous battez encore pour sauver la relation. Camille avait divorcé émotionnellement de moi bien avant de déposer les papiers. Mes tentatives de reconnexion étaient futiles car elle s'était déjà investie ailleurs. J'ai appris que se protéger n'est pas vindicatif. C'est nécessaire. J'aurais pu confronter Camille dès que j'ai découvert la liaison. Demander le divorce immédiatement sous le coup de la colère. Au lieu de cela, je me suis préparé de manière stratégique et légale. Cette préparation m'a sauvé financièrement. J'ai appris que le timing est important dans un divorce. Camille a délibérément attendu notre 10e anniversaire pour déposer sa demande, calculant que cela maximiserait sa demande de prestations compensatoires. En restructurant mes actifs avant qu'elle ne dépose sa demande, j'ai contré sa stratégie légalement et éthiquement. J'ai appris que les preuves sont tout. La documentation de sa liaison m'a donné un avantage dans les négociations. Le travail juridique méticuleux de mon avocat sur la restructuration des actifs l'a rendu défendable devant un tribunal. Sans preuve, j'aurais été dans une position beaucoup plus faible. J'ai appris que la manipulation émotionnelle s'intensifie lorsque quelqu'un réalise qu'il est en train de perdre. Les tentatives soudaines de réconciliation de Camille n'étaient pas des remords sincères. C'était la panique quand elle a compris que son plan calculé avait échoué. Plus important encore, j'ai appris que l'on peut être tout à fait éthique et légal tout en se protégeant de quelqu'un qui n'agit pas de bonne foi. Je n'ai pas caché d'actifs ni commis de fraude. J'ai réorganisé mes finances de manière transparente avant le divorce. Ce n'est pas mal. C'est sage. Certains pourraient dire que j'étais froid ou calculateur. Un mari aimant aurait confronté sa femme à propos de la liaison et aurait essayé de sauver le mariage. Mais Camille avait déjà fait son choix. Elle avait choisi un autre homme plutôt que moi, choisi la tromperie plutôt que l'honnêteté. Elle a choisi de planifier stratégiquement un divorce qui maximiserait son bénéfice plutôt que de mettre fin aux choses honorablement. Quand elle a décidé que le mariage était terminé, mon choix était simplement de me protéger de ses choix. La liaison a mis fin à mon mariage émotionnellement. Sa demande de divorce y a mis fin légalement, mais ma préparation a assuré que je ne perde pas tout ce que j'avais construit à cause de sa trahison. Camille avait joué un jeu à long terme, maintenant le mariage tout en ayant sa liaison, se positionnant financièrement, attendant le cap des 10 ans. J'ai joué un jeu plus long, reconnaissant ce qu'elle faisait, protégeant mes actifs légalement, la laissant penser qu'elle avait l'avantage jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'elle ajuste sa stratégie. Je ne regrette pas la façon dont j'ai géré la situation. Je ne me sens pas coupable du résultat. Je ferai les mêmes choix à nouveau sans hésitation, car parfois, la chose la plus éthique que l'on puisse faire est de reconnaître quand quelqu'un prévoit de vous faire du mal et de prendre des mesures légales pour minimiser ses dommages.
Et je suis en paix avec la façon dont tout s'est déroulé.